Je passe maintenant à ma cinquième et dernière vidéo consacrée à Gargantua de Rabelais, plus précisément l'analyse linéaire du chapitre 57, aussi appelé l'abbaye de Thélème. Le dernier paragraphe de ce texte propose une nouvelle évolution chronologique. Après l'émulation et la concrétisation des apprentissages, voici la fin de l'aventure télémite. Contrairement encore une fois aux abbayes habituelles, les télémites peuvent sortir de cette abbaye. Là encore, il n'y a pas de règle établie. La liberté semble guider cette sortie, à la requête de ses parents ou pour une autre cause. Ligne 21. Ouverte sur l'extérieur, cette abbaye est aussi ouverte sur le mariage. Il emmenait une des dames, celle qu'il aurait pris pour son dévot, et ils étaient ensemble mariés, et si bien avaient vécu à Thélème en dévotion et amitié, ligne 21-22. Même si la chasteté, l'un des vœux monastiques, ne doit quand même pas être compris comme un synonyme d'abstinence, selon les règles catholiques, les époux sont aussi chastes. Le mélange entre les différents états revisite totalement les habitudes des abbayes. On peut être à la fois dans une abbaye et puis après être marié. Le mariage apparaît comme un aboutissement qui fait encore une fois l'éloge de l'abbaye de Thélème et de sa règle. C'est d'abord le sens de l'expression « pour cette raison » au début du paragraphe, puis de « si bien avait vécu qu'il continuait encore mieux ». La fin du texte ressemble même à une fin de conte, puisqu'ils se marient et ont beaucoup d'enfants finalement. Je voudrais justement terminer mon analyse linéaire sur deux remarques plus générales à ce propos. D'habitude, dans une utopie, le lieu présenté est quasiment clos. Les utopies sont généralement situées hors du monde. Et quand elles sont en contact avec le monde, elles sont régulièrement détruites. Dans l'utopie de l'Eldorado, dans Candide de Voltaire, l'utopie n'est pas détruite, mais Candide ne pourra jamais la retrouver. En revanche, dans Cleveland de l'abbé Prévost, c'est bien la destruction qui attend certaines utopies que Cleveland traverse. D'ailleurs, souvent à cause de Cleveland lui-même. Au contraire, ici, les personnes présentes dans ce lieu imaginaire peuvent reprendre une vie ordinaire et leur conduite n'en change pas. Le fait que l'utopie de Rabelais soit en partie ouverte sur le monde lui donne une force persuasive très importante. En revanche, ce qui la fragilise, c'est justement cette ressemblance avec la fin d'un conte. En effet, le passage sur l'abbaye de Thélème est situé à la fin du roman, c'est-à-dire en position finale dans le schéma narratif. L'utopie n'est donc pas perturbée, elle reste un monde idéal, tout simplement parce que le roman est terminé. Au début du roman, une telle situation aurait été bouleversée logiquement par un élément perturbateur. Si Rabelais place ces descriptions justement à la fin du roman, c'est en fait bien pour que les idées qu'il y développe ne soient pas soumises aux contingences romanesques, comme c'est le cas pour de nombreux lieux parfaits qui sont remis en cause, et dans ce cas on appelle cela des dystopies. Par exemple, dans Divergente, on a en quelque sorte un lieu parfait au début, qui est très vite remis en cause par un élément perturbateur qui est la divergence de Béatrice. L'abbaye de Thélème pourrait-elle résister à une remise en cause? Me voici arrivé à ma conclusion. Plusieurs défauts touchent donc l'utopie de Rabelais. Dans un premier temps, on pourrait penser qu'elle ne s'adresse qu'à une partie bien précise de la population, resserrée autour de gens bien nés et bien instruits. De même, le fait qu'elle se trouve à la fin du roman ne nous permet pas de voir si elle pourrait résister à la remise en cause. Mais ces défauts ne sont quand même pas rédhibitoires. La règle proposée par l'auteur, qui critique des abbayes du XVIe siècle à la lumière du courant évangéliste, est solide et surtout très bien justifiée dans le texte. De plus, la réalisation dans le style de la règle morale de Rabelais, fait ce que voudra, est bien réelle.